Samedi 10 octobre. Je sais pas combien de jours de marche est-ce que ça fait ça. Je viens de me fouler la cheville. Il pleut, il fait froid, je suis trempé. Et du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis en plein milieu de la route là et non, écoute, j'ai la flemme de faire ça. Mort. Samedi 10 octobre 2015. 272e jour de voyage. Bon, alors ce matin j'étais à Lisieux. Lisieux, c'est une très jolie petite ville avec des maisons en pierre et tout, et du coup je me suis réveillé. En fait, quand je me suis endormi, il faisait super beau, super bon et tout. Je me disais c'est bon, le voyage reprend, tout va bien se passer. En fait, le matin, il faisait une petite brumaille bien horrible, bien humide et froide, et en plus il y avait une limace qui avait bavé sur la sacoche de mon ordi. Bon, je me suis remis en route, j'ai refait mon pactage, rangé tout mon campement et je me suis mis en route vers la mairie en fait d'abord. Non, vers la pharmacie d'abord. Je suis allé d'abord à la pharmacie pour aller demander un petit peu quelle était la route la plus intéressante à faire en Bourgogne quand on était à pied. Et en fait, bon, ils en avaient aucune idée quoi, mais ils m'ont dit d'aller voir à la mairie pour voir s'il y avait pas des logements sociaux ou des trucs comme ça quoi. Donc je suis allé à la mairie et non, il y avait pas de logements sociaux. Par contre, il y avait une très très belle jeune femme qui m'a donné 2 tickets resto, de l'eau, des vivres, l'accès à des toilettes, un robinet où j'ai pu remplir mes réserves d'eau. Et la vue d'une silhouette aux proportions gracieuses et délicates qui m'a bien réchauffé le cœur. Du coup, complètement ravivé, j'ai quitté Lisieux sous un ciel de plomb et un froid hivernal. Et j'ai commencé un petit peu plus loin, je sais pas, j'ai dû faire 3-4 kilomètres avant d'en avoir marre, et du coup je me suis installé pour faire du stop. Mais bon, le stop avec moi ça marche pas des masses, donc à la 100e bagnole passée en faisant mine de pas m'avoir vu, je me suis relevé un peu trop vite et je me suis fait une entorse à la cheville quoi. C'est à ce moment-là que c'est quelques mètres plus loin que j'ai enregistré la première entrée de ce journal et que j'ai décidé de ne pas tenir le journal finalement. Du coup après j'étais en plein milieu de la route et donc les voitures elles ne me voyaient pas plus une fois que j'avais une entorse que quand je n'en avais pas, donc au bout d'un moment j'ai quand même fini par réussir à me relever, à remettre mon sac sur mon dos et j'ai fait environ 5 kilomètres en essayant de me convaincre que j'avais pas du tout mal. J'ai volé une pomme à un arbre, elle était absolument délicieuse et ça m'a un peu requinqué. Du coup, ça m'a redonné le courage nécessaire à atteindre le petit village suivant qui était donc Marcilly d'Azergues. Je suis rentré à Marcilly d'Azergues et j'ai commencé un petit peu à voir s'il y avait pas une maison où il y avait quelqu'un qui pouvait me donner des informations. Donc je suis allé voir. Je suis allé voir une petite dizaine de maisons, mais il y avait personne, à l'entrée du village, et du coup, au bout d'un moment, je suis quand même tombé sur une très sympathique vieille dame à laquelle j'ai demandé le chemin de l'église, parce que du coup, je m'étais dit, il n'y a pas de logements sociaux dans le coin. Je vais essayer les églises, parce que j'ai jamais été très croyant, mais il me semblait me souvenir que il y avait un truc comme le droit d'asile ou quelque chose comme ça qui était dans le genre des vertus chrétiennes, donc je me suis dit voilà quoi, moi je suis vagabond, il devrait peut-être y avoir moyen de négocier quoi. Donc j'ai réussi à me traîner jusqu'à l'église, tant bien que mal, et une fois à l'église, j'ai frappé à la porte un bon moment, j'ai frappé 3 fois, j'ai frappé 9 fois en tout, et tu sais, parce que je suis pas superstitieux, mais bon, là je tombe devant une église, donc bon, il faut bien essayer de suivre un petit peu les codes, et donc j'ai essayé de frapper pendant un petit bout de temps, et il y avait aucune réponse, mais parce que on était quel jour déjà, attends, on était... Allez, merde, voilà, on était samedi 10 octobre, donc le samedi, il y avait personne à l'église, quoi. Donc je commençais à être un petit peu ennuyé, et justement la panique est arrivée au moment où j'ai essayé de remettre mon sac sur mon dos, parce que là du coup j'étais sur le parvis de l'église, j'essaye de soulever mon sac et je me rends compte qu'en fait j'en suis parfaitement incapable. Et donc là, effectivement, je dois t'avouer, j'ai paniqué. Donc je me suis mis à
à fouiller un petit peu les alentours de cette petite place, quoi, à frapper aux portes, et les gens m'ont rejeté, mais comme un malpropre, quoi, je te jure, c'est hallucinant, quoi. Pourtant, je demandais de l'aide, j'étais poli, j'essayais d'être sympa et tout, mais juste à ma gueule, à ma dégaine et tout, les gens, non, ils refermaient la porte, ou bien ils m'envoyaient chier, vraiment, parfois assez violemment d'ailleurs. Et donc, donc j'étais dans la merde, quoi. Je pouvais plus bouger. J'étais coincé sous la pluie avec mon sac, et voilà, quoi. C'était l'horreur. Et à un moment, il y a une voiture qui est passée, donc j'ai arrêté le chauffeur par de grands signes, et il se trouve que lui, il était très sympathique, et du coup, je savais même pas quoi lui dire, le gars, quoi. Je lui ai demandé au bout d'un moment, est-ce que vous connaissez un endroit où je puisse planter une tente, parce que du coup, ouais, quand j'étais à Lyon, j'avais dépensé à peu près tout ce qui me restait de pognon pour acheter une toile de tente, un pull et 2-3 autres trucs qui allaient me servir pour l'hiver. Et donc voilà, mon plan c'était, faute d'église, trouver un endroit où je peux planter ma tente, histoire de pouvoir examiner un petit peu ma cheville. Et donc le type me dit, ouais, je connais un terrain de foot, on peut te mettre au bord du terrain de foot pendant un petit bout de temps, et voilà, quoi. De toute façon, il y a presque jamais personne qui vient. Donc il m'emmène à ce terrain de foot, ce qui est très très sympa de sa part d'ailleurs. Putain, je suis vraiment vraiment refait d'être tombé sur un type sympa, parce que là du coup j'étais tombé sur une sacrée brochette de connards, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. C'était assez dur cette partie. Et donc attends, j'en étais où oui, donc je me retrouve sur ce terrain de foot où je bataille pendant un bout de temps pour essayer de monter ma tente avec ma cheville qui me fait trop mal, et donc je réussis à monter ma tente. Le gars aussi, le conducteur de la bagnole, j'ai oublié de dire, il m'a filé son numéro de portable. Putain, vraiment un amour, le gars. Il m'a dit, mon père ou mon beau-père, je sais plus, est médecin. Si jamais si jamais t'as vraiment un problème, hésite pas à appeler, et on verra ce qu'on peut faire. Donc je l'ai énormément remercié, mais bon, je comptais pas vraiment le rappeler, parce que en fait la veille j'avais un pote qui m'avait dit si jamais t'as un pépin dans le coin, appelle-moi, on verra ce qu'on peut faire. Et donc je m'étais dit je vais contacter ce collègue, et puis on verra bien comment ça se passe, quoi. Donc je monte ma tente, je me cale dans ma tente, je mets toutes mes affaires dans la tente, j'enlève ma godasse, et effectivement j'ai une cheville qui fait environ le double du volume de l'autre, quoi. Et qui commence à être violette en plus, parce que du coup, j'avais fait 5 km sur une entorse, je suppose que ça l'a pas vraiment amélioré, la bestiole. Et donc je commence à être emmerdé, non, je suis complètement emmerdé depuis un petit bout de temps, mais bon, du coup j'appelle une amie qui avait quelques connaissances dans le domaine médical, et je lui demande, voilà, quoi, je crois que je me suis foulé la cheville, bon, c'était pas le cas, mais combien de temps tu penses que ça met à remettre une cheville en place? Et elle m'a dit, 1 semaine en cas de foulure, 2 semaines en cas d'entorse. Donc moi, selon mes calculs, là, avec cette sublime créature de la mairie de Lisieux, j'avais obtenu de quoi survivre pendant 3 jours. Niveau flotte, j'avais de quoi survivre pendant 3 jours. Niveau Boostify, justement, vu qu'elle m'avait filé plein de trucs, j'avais de quoi tenir beaucoup plus longtemps, mais niveau flotte, c'était la cata, quoi. Et donc j'arrête pas d'essayer mon pote, aucune réponse, quoi, enfin d'essayer d'appeler mon pote, aucune réponse. Donc au bout d'un moment, non, en fait, d'abord, je commence par faire une sieste. Là, je suis complètement crevé, je fais une sieste. Et du coup, je suis réveillé un petit peu plus tard par une bande de jeunes. Super sympa, les gars, en fait, juste eux, ils venaient glander dans la zone, c'était leur espèce de lieu de rendez-vous, et du coup, ils ont vu apparaître ma tante sur le coin, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils sont venus me voir, et du coup, je leur ai raconté toute mon histoire. Je me suis jamais autant confié depuis le début de mon voyage, quoi. Franchement, c'était vraiment super agréable, parce que ils devaient avoir à peu près mon âge, les gars, et du coup, ça me donnait un peu l'impression de retrouver une bande de potes, un truc qui m'est pas arrivé depuis longtemps, quoi, et ça m'a fait un bien fou, quoi. Et donc en discutant avec ces jeunes là, au bout d'un moment ils m'ont dit qu'il y avait une fontaine d'eau potable, tu te rends compte? Pour moi c'est un mythe, une légende, le truc, ça existe même plus à notre époque, ce genre de truc. Enfin, quand j'étais petit, je me rappelle, je vais partir en couille encore une fois, à chaque fois que je fais du live je pars en couille, mais bon, allez, partons en couille. Bon, quand j'étais petit,
il y avait des fontaines d'eau potable partout à Saint-Étienne. Bon, surtout à Saint-Étienne, parce que j'allais régulièrement à Saint-Étienne, j'avais beaucoup de famille là-bas, et donc j'y allais à peu près chaque vacances. Et je me rappelle qu'il y avait des fontaines d'eau potable où tu pouvais boire de l'eau parfaitement saine un petit peu partout. Et ces fontaines ont un jour disparu, quoi. Aujourd'hui, va trouver une fontaine d'eau potable à Saint-Étienne. Il y en avait partout, je te dis. Il suffisait de faire 15 mètres dans la rue, tu trouvais une autre fontaine où tu tournais la manigouinche et hop là t'avais de l'eau. Et aujourd'hui, il y en a plus et j'ai jamais bien su pourquoi, mais voilà quoi. Pour moi, du coup, une fontaine d'eau potable à notre époque, c'est quelque chose que je trouve légendaire, quoi. Et donc complètement enthousiasmé par cette idée, je leur ai demandé où est-ce que c'était. Bon, pour l'instant, j'étais incapable de me déplacer, mais j'avais bon espoir que d'ici un jour ou deux, je puisse quand même un petit peu clopiner jusque là-bas et aller refaire mes herbes de flotte. Et ils m'ont dit c'est juste à côté, c'est dans le village, quoi. Donc il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Je continue à appeler mon pote, mais ça répond pas. Et donc, toujours très embêté quand même. J'appelle aussi l'automobiliste qui m'avait pris en stop un petit peu plus tôt, et je lui dis, écoute, je suis vraiment très emmerdé de devoir te demander ça, mais voilà quoi. S'il y a moyen d'avoir un petit rendez-vous avec ton paternel ou ton beau-père, je me rappelle plus, histoire qu'il regarde un petit peu ma cheville et qu'il me dise qu'est-ce qui m'arrive, quoi, ce serait cool. Et donc le gars il me dit pas de problème, je passe te chercher après le taf. Et donc quelques heures plus tard, il est passé me chercher et il m'a amené à une grosse maison, une grosse villa très très jolie d'ailleurs où vivait le médecin en question, qui était un amour de vieillard, quoi. Je sais pas. Attends, je vais essayer de te le décrire quand même. Il était tout trapu, c'est tout un petit peu tordu par l'âge, mais trop mignon, quoi. Je sais pas, on aurait dit un dessin animé, quoi, un vieux dessin animé. Il était super cool. Il a regardé ma cheville un petit peu et donc il m'a diagnostiqué une entorse du ligament externe de la cheville gauche, ce qui veut dire environ 2 semaines. Donc 2 semaines, c'était un peu coton là dans la situation où j'étais, parce que du coup j'avais donc 3 jours de vivre et je me disais, vu comment est-ce que j'ai été accueilli par les gars du bled, il y a peu de chances qu'on me file bien à bouffer. Et du coup j'avais même plus les moyens en fait de me payer à manger. J'avais tout dépensé donc dans cette toile de tente et ce pull, et il me restait juste mes nouilles chinoises, quoi. Donc cette nouvelle était un petit peu catastrophique, quoi. Ma situation était catastrophique et donc le jeune me ramène au terrain de foot, parce que ouais, du coup j'ai même pas eu besoin de lui demander, il me l'a précisé, il a dû y penser lui aussi, qu'il pouvait pas m'héberger, ni lui ni son père pouvaient m'héberger, parce que il partait justement en voyage le soir même, quoi. Donc voilà, quoi. Il fallait que je retourne à ma tante. Et donc dans ma tente, je rappelle encore mon pote et toujours pas de réponse, et le froid commence à s'abattre sévèrement, mais bon, du coup je me suis pelotonné dans tout ce que j'avais de matière en tissu, quoi, mon manteau, mon duvet, la couverture que j'ai emportée, tout ce que j'avais en tissu y est passé, quoi. Et en fait j'ai réussi à maintenir une espèce de cocon de chaleur pendant un petit bout de temps, et donc j'ai quand même réussi à dormir, quoi. Journal du capitaine, dimanche 11 octobre 2015. 273e jour de voyage. Je me suis réveillé dans une matinée dorée. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est quand la brume prend les couleurs du soleil levant et donne à tout ce qui t'entoure une lumineuse teinte dorée qui s'accordait à merveille avec les couleurs rougeâtres de l'automne naissant. Cette vision m'a empli de nostalgie. Je me rappelle bien de la dernière fois que j'ai assisté à ce spectacle. J'étais collégien et à l'entrée de la halle de sport, je suis tombé amoureux de la plus belle fille de ma classe sous la chute des feuilles mortes, rouges et or portées par le vent. Plongé dans de tendres souvenirs, j'ai fait quelques pas dehors. La douleur n'était pas insupportable, mais m'incommodait à chaque fois que je posais le pied gauche au sol. Je n'aurais pas pu soulever mon sac dans cet état. Mon voyage prenait une bien fâcheuse tournure.
L'air s'était réchauffé pendant la nuit et la journée s'annonçait moins grisâtre que la précédente. Pour ajouter encore à l'étrangeté de cette matinée, un énorme piaf est venu survoler mon camp. Et j'ai été très étonné de ne pas pouvoir l'identifier, malgré une culture très respectable en ornithologie. Bon, du coup, n'obtenant toujours pas de réponse de mon pote, j'ai décidé d'arrêter de chialer sur mon sort, de me sortir les doigts du postérieur et de me préparer à passer une semaine cloîtrée dans ma toile de tente. Ma première opération a été de trouver le bois le plus solide des environs pour m'y tailler une canne assez longue pour venir se caler sous mon épaule et me servir de béquille, parce que j'étais incapable de poser le pied gauche au sol. Ensuite, j'ai utilisé cette canne pour rassembler le plus de bois mort possible à côté de ma tente et rassembler et jeter une quantité extravagante de détritus en tout genre qui enlaidissaient les abords de mon camp, et j'ai creusé un nid de poule pour faire mon feu de camp entre ma tente et un buisson, à l'abri des regards. Je m'étais décidé à dormir le jour et à entretenir le feu pendant la nuit, pour éviter le plus possible de devoir dormir de nouveau dans le froid. J'ai laissé un message à mon pote pour lui demander de ne pas tenir compte des précédents appels de détresse et de me laisser essayer de gérer moi-même la galère dans laquelle je m'étais embarqué de mon propre chef. Il y avait 2 maisons à portée de ma canne en cas de danger, et si les habitants de la première ne s'étaient pas vraiment montrés coopératifs du tout lorsque j'étais allé les rencontrer, en fait c'est limite s'ils m'ont pas accueilli à coups de carabine d'ailleurs. J'avais pas encore vu les habitants de la seconde et j'avais frappé à la porte sans obtenir de réponse. Mais par contre, j'avais repéré une prise de courant à l'extérieur et je m'étais imaginé pouvoir y recharger la batterie de mon portable quand cette dernière aurait fini par me lâcher. J'ai attendu la nuit noire pour faire mon feu de camp et cuire une généreuse portion de nouilles chinoises en jouant... Bon d'accord, en essayant de jouer, je te l'ai déjà dit, je suis une vraie brêle en musique. De l'harmonica et après quelques heures de fausses notes et de joyeuse chaleur, je suis parti me coucher en gageant que si quelqu'un venait me déloger de ce terrain communal, il devrait me porter moi et les 30 kilos d'équipement qui constituaient mon fardeau. Lundi 12 octobre 2015, 274e jour de voyage. Il aura décidément pas fallu bien longtemps à la communauté pour remarquer mon intrusion. Ce matin, un type est venu me réveiller et je devinais vite au son de sa voix qu'il était pas vraiment venu pour m'aider. Il m'a ordonné de lever le camp au plus tôt sous peine de prévenir la gendarmerie. Je lui ai expliqué ma situation et mon incapacité à me déplacer, mais il n'en a pas été très intéressé. J'avais beau lui répéter que j'étais incapable de soulever mon sac, le Gus était aussi coopératif qu'un rideau de fer. Avant de partir, soudain pris d'un élan de générosité qui semblait le surprendre autant que moi, il m'a quand même lâché. Bon, vous direz pas que je vous l'ai dit, mais il y a une chemin de terre par là-bas. Si vous le suivez sur 1,5 km, bon déjà ça fait plaisir, il a bien compris ce que je me suis tué à lui expliquer pendant 1 heure, le gars. Vous tombez sur une autre commune. Si vous restez discret, à partir de là, moi j'ai fait mon boulot. Compte là-dessus, mon gros, je serais muet comme une tombe. Les doigts gelés et l'humeur massacrante, j'ai bataillé pendant quelques heures à remballer tout mon campement, à plier mes sacs et à faire disparaître toute trace de mon passage, à l'exception du creuset de mon feu de camp. Normalement, je les recouvre toujours au moins de terre et je m'arrange pour n'en laisser aucune trace. Mais ce matin-là, je n'en avais pas envie. Après quelques tentatives maladroites, l'évidence m'a rattrapé. Je ne pouvais plus porter ce sac. Mais c'est à ce moment-là qu'une voiture s'est arrêtée devant la seconde maison, celle dont j'avais pas encore vu les occupants. Appuyé sur ma canne, je me suis approché et frappé de nouveau à la porte pour tomber nez à nez avec un sympathique monsieur d'approximativement l'âge de mon père. Je lui ai demandé si je pouvais recharger mes batteries à sa prise et lui prendre un peu d'eau, et s'il connaissait un moyen de rejoindre un terrain ni privé ni communal. Une utopie, je sais, mais j'ai toujours eu un petit côté un peu utopiste. À vol déclopé à partir d'ici. Pendant que je remplissais mes réserves d'eau, on a un peu discuté et il m'a proposé de passer le reste de ma convalescence sur un bout de son propre terrain, devenant par là même le sauveur auquel j'avais arrêté de croire depuis longtemps. Acceptant vigoureusement son offre, je suis parti chercher mes affaires, sans vraiment savoir comment j'allais les ramener jusque là-bas. Et alors que j'étais à mi-chemin, l'homme m'a rejoint avec une brouette. J'aimerais un jour avoir l'occasion de lui rendre au moins un peu de la gratitude que j'éprouve aujourd'hui à son égard. J'ai rapidement remonté ma tente, y ai placé mes affaires avant de raconter un peu de mes aventures à cet homme et de lui parler de mon projet. Comme je m'y attendais, lui aussi s'est moqué de moi. Mais je commence à m'y habituer et au moins celui-là ne s'est pas montré insultant. Je lui ai quand même montré une de mes vidéos et sa première réaction fut une fois de plus « Ah, c'est le masque de Saw !» Non, ce n'est pas le masque de Saw, c'est mon masque. Je déteste ce film et il est sorti plusieurs années après que j'ai dessiné le personnage qui le portait et qui incarnait dans une de mes toutes premières histoires la tristesse et la mélancolie qui poussent au rire sans joie, pas les pulsions sadiques d'un nouveau philosophe idiot dans un navet pour lequel je n'avais aucun intérêt. Si ce n'est peut-être au niveau de la réalisation, c'est vrai, je l'avoue, le fait que toute l'action se déroule en huis clos est une performance à la limite respectable.
Seulement voilà, sa réaction n'a pas été « Tiens, ça me fait penser à... » mais « Ah, c'est le masque de Saw !» Bordel de mille diantres, je refuse d'être aussi facilement associé à un film que je n'aime pas. Je n'ai pas le choix, il faut modifier le masque. Et ça tombe bien, je peux plus me traîner. Qu'ai-je de mieux à faire d'un temps de convalescence que de replonger les mains dans le papier mâché? En regagnant ma tente et en tâchant de m'endormir, j'ai commencé à chercher une solution à cet épineux problème. Peut-être écrirai-je une vidéo pour expliquer aux gens les origines de ce masque. Mardi 13 octobre 2015. 275e jour de voyage. Un 13 du mois, ce serait aujourd'hui ou jamais que je trouverai une solution à mon dernier problème. Une estampe tibétaine dans les toilettes de la maison m'a donné une idée. Les couleurs de mon masque sont le blanc et le rouge. Y rajouter du bleu me rallierait sûrement la sympathie de pas mal de gens, mais me plairait pas un quart de seconde. Par contre, je me rappelle avoir toujours aimé ces deux lions aux crinières vertes qui ornent le drapeau tibétain. Si je modifiais un peu les arcades sourcilières de mon masque en y incorporant l'inspiration de ces deux lions, peut-être que l'association malheureuse dont je faisais les frais finirait par me quitter. Mon hôte avait prévu une sortie en ville et je demandais donc à mon père la permission de me servir de la carte de crédit de secours pour acheter un petit sac de colle à papier peint et de la peinture verte. La permission me fut accordée et inquiété par la précarité de ma situation, mon père m'a même permis d'essayer de trouver un petit quelque chose pour chauffer ma tente. Mais pour aujourd'hui, je me suis contenté de prendre ce qu'il me fallait pour modifier le masque. J'ai commencé à faire des croquis et des tests à sec pour trouver une façon de me rapprocher le plus possible de ces deux lions dont mon souvenir n'était plus aussi précis que ce que j'avais espéré. Finalement décidé, j'ai déballé mon masque pour constater que ces derniers jours de voyage l'avaient sévèrement endommagé. La mâchoire inférieure était cassée en deux, l'une des arcades défoncée et la collerette tordue. Je ferais ce que je pourrais pour le réparer, mais j'ai commencé par couper les deux anciennes arcades à coups de couteau et commencé à poser les bases des nouvelles. Quelques chutes de fer que j'avais trouvées plus tôt me permettraient en temps voulu de réparer et de renforcer les parties les plus endommagées. Ce soir, mon hôte a partagé son repas avec moi et m'a permis d'utiliser sa connexion internet pour me renseigner plus avant sur le couchsurfing. J'avais appris quelques jours plus tôt qu'il s'agissait en fait d'un service gratuit, ce qui changeait grandement l'intérêt que je portais jusqu'alors au système. Je m'y suis inscrit et j'ai commencé à y créer un profil.